Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Donc, je me présente, Elodie, je suis la responsable donc, de Webforce 3 Toulouse. Tamara. Et Tamara, responsable communication du réseau d'école Webforce 3. Voilà, donc on vous remercie pour votre présence. On souhaitait réaliser ce petit atelier sur cette question assez d'actualité au cours de cette longue semaine de multiples échanges et de travail autour du numérique et d'un sujet omniprésent qui est le recrutement des apprentis. On va en parler plus en détail. En tout cas, on souhaitait pouvoir vous faire un retour, un partage aussi. Vous serez amené à bien vouloir participer si vous avez quelques informations ou questions à nous faire part. Et donc, on va essayer de faire un petit retour d'expérience et puis de vous apporter quelques conseils sur les pratiques en termes de recrutement, d'accompagnement, de suivi des apprentis. Alors, je ne suis pas encore au point. Voilà, donc on a déjà loupé une étape. Mais donc, nous sommes là et nous sommes ravis de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Petit sommaire rapide. On vous propose sur cette thématique de pouvoir échanger par rapport aux besoins en compétences du numérique qui s'accélèrent, de pouvoir échanger également par rapport aux besoins qui vont permettre de définir et de capter le bon talent. Un petit tour sur le onboarding, les aides, puisqu'on parle d'alternance, les aides qui se raccrochent à ça. Et puis enfin, on vous parlera des formations liées au métier du numérique. Alors, pour commencer, les besoins en compétences numériques qui s'accélèrent. Peut-être une présentation rapide avant d'attaquer cette thématique. Webforce 3, aujourd'hui, c'est un réseau d'écoles, c'est un organisme de formation, également CFA, qui travaille pour accompagner, pour apprendre à apprendre des personnes en période soit de reconversion, soit de professionnalisation autour des métiers du numérique. Donc on est sur des parcours de formation diplômants ou certifiants qui sont ouverts à tous, puisqu'on est sur des formations qui vont du bac au bac plus 2, sur lesquelles pour la plupart on n'a pas forcément de prérequis en termes d'âge ou de diplôme, qui se déroulent en présentiel et ou en téléprésentiel, avec des formateurs qui sont des professionnels, qui sont des experts métiers. C'est pour ça qu'on parle bien de formation professionnelle et pas d'école avec des professeurs. Ça, c'est un point important. Et puis, ces formations, elles se veulent surtout opérationnelles à l'emploi. Donc, en complément, j'ai envie de dire, de cet apprentissage plutôt technique, ce qu'on appelle les hard skills, quel métier on va savoir réaliser, quelle tâche, quelle mission, mais aussi toute cette partie soft skills et d'accompagnement vers l'emploi, puisque comme on le dit souvent, la formation est bien un palier vers l'emploi. Donc, juste petite bribe pour Toulouse. L'école existe depuis 6 ans maintenant, avec les cinquantaines de centres dont je vous parle. Toulouse, on existe depuis 2 ans. On est dans un bâtiment qu'on voit du périph' qui s'appelle le 244, qui est route de Seyss. Donc, on a la chance d'avoir un beau plateau, plusieurs salles, assez lumineux, avec du matériel tout neuf. C'est l'avantage d'être tout neuf. Et puis une équipe un peu moins neuve, mais qui travaillons dans la formation professionnelle pour adultes depuis un petit moment. Voilà, je te laisse la parole. Oui, merci Elodie. Je vais juste reprendre... Pardon, merci. Ça sera plus facile. Alors, juste un petit contexte pour discuter des compétences du numérique. Donc, ce qui s'est passé pendant la période de crise sanitaire et économique, du coup, et post-crise, on s'est retrouvé face à un renforcement, en fait, de la bataille des compétences qui s'est opérée
au sein des entreprises, qu'elles soient vraiment en pleine transformation numérique ou pas. Et on assiste justement à ce renforcement de la mutation numérique qui s'opère déjà sur cette rentrée 2020. Et donc une bataille de talents s'opère encore plus. Et les RH doivent redoubler d'imagination et de compétences pour justement attirer les bons talents et les accompagner vers les transformations et les mutations qui s'opèrent même au sein de leurs activités. Donc on voit émerger dans les grands groupes justement des digital factories et des sortes de digital academy au sein même des structures pour justement renforcer cette stratégie de relocalisation de compétences et de maintien de talents pour maintenir leurs activités et se développer in fine. Mais ceux qui sont le plus touchés par la transformation, enfin par cette mutation numérique, sont les PME, les petites et moyennes entreprises, qui doivent encore plus s'investir pour intégrer des talents qui ont des compétences à fort potentiel dans le numérique, pour justement les accompagner dans leur transformation. Par exemple, dans les PME, on a vu pendant la période de crise qu'il y a eu une sorte de revue de la relation client, que ce soit au niveau de la livraison, de l'écoute, de la disponibilité, etc. Donc rien que la relation client s'est accélérée dans sa digitalisation. Donc ça, c'est déjà un gros point pour dire que les PME aussi doivent redoubler d'imagination et doivent recruter des talents, faire confiance aux talents, à la jeunesse pour leur apporter toutes les compétences qu'il leur faut pour se maintenir et se développer. Voilà, donc voici le contexte qu'il y a en ce moment. Et donc un petit chiffre clé, donc on voit apparaître pendant cette crise et post-crise, 94% des entreprises, celles qui ont réussi à se maintenir sont justement celles qui ont réussi à intégrer le numérique au cœur de leur pratique, et celles qui n'y ont pas réussi, soit maintenant elles s'en rendent compte, soit elles ont beaucoup de mal à se relever. Donc ça, c'est le cas. Et cette période de crise a fait émerger justement dans le plan de relance du gouvernement des aides exceptionnelles qui ont été attribuées pour développer leurs activités ou pour recruter aussi des talents dans le numérique. Donc c'est le cas aussi de l'apprentissage avec des aides exceptionnelles qui s'opèrent jusqu'en février 2021. Voilà. Et 73% des DSI, donc de grandes entreprises, ont accéléré leur mutation numérique sur tous les sujets liés à la cybersécurité, le cloud, l'intelligence artificielle, la mise en conformité de données, etc., etc. Donc, c'est des gros enjeux qui se maintiennent aujourd'hui. Et autour de ça, on a vu un sondage qui a été opéré par Syntec Numérique, où 46% des Français ont dit vouloir ou pouvoir aller vers une reconversion professionnelle dans le numérique, puisqu'on compte jusqu'en 2022, encore aujourd'hui, une centaine de milliers d'emplois à pourvoir dans ces métiers. Alors, aujourd'hui, du coup, comment faire pour définir son besoin en recrutement et toucher le bon talent? Il y a quelques conseils clés qu'on veut vous donner aujourd'hui pour justement recruter le bon apprenti, le bon talent, parce qu'il n'y a pas un talent, on va dire, homogène. Il y a différents talents et il y a le talent qui compte aussi pour son activité. Et en fonction de ses besoins, en fait, on va pouvoir les toucher. Donc, je sais qu'on peut être interactif aujourd'hui sur cet atelier. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre dans le chat? Quels sont les ingrédients qui ont permis pour vous à réussir vos recrutements? Et si vous en avez, on va pouvoir les intégrer et les partager avec toute l'audience. Voilà, on vous laisse au chat pendant quelques secondes. Ok, je continue. Alors, dans tout ce qu'il faut envisager dans cette réflexion, c'est déjà, premièrement, quelles sont vos raisons de recrutement? Donc, à partir de là, il faut se poser et se dire qui je suis, quelle est mon entreprise, quelle est ma taille, quel est mon historique, quelles sont mes activités, quelle est mon ambition ou ma vision, et comment, à partir de ça, je peux
imaginer déjà qui je recherche en termes de compétences et en termes de personnalité ou de posture professionnelle. À partir de là, il faut se dire, si j'accueille le nouveau talent chez moi, qui va pouvoir l'intégrer, l'onboarder et l'accompagner. Donc, qui est le tuteur et quels sont les interlocuteurs internes et externes qui vont pouvoir être en lien avec ce talent, parce que ça, c'est très important à envisager. Ça va vous amener à la réflexion qui est dans la deuxième étape. Quels sont, du coup, les soft skills aussi que je veux que le talent ait pour pouvoir intégrer ce poste précis que j'ai moi dans mon entreprise. Donc ça, c'est important pour situer en fait où le talent va être dans l'entreprise, dans quel département, avec quel interlocuteur fort il va être en interne ou en externe, et in fine, ça va conditionner votre choix. Et en dernière étape, c'est quel degré d'importance, et ça c'est très important, j'attribue à la place du talent dans l'entreprise, que ce soit en termes d'ambition qu'on donne au poste donné, à la posture qu'on veut donner au talent, aux enjeux et aux perspectives d'évolution que vous voulez donner au poste. Et ça, c'est très important à envisager. Et ça va conditionner justement votre filtre que vous allez avoir dans votre choix de talent au moment du recrutement, du passage d'entretien, etc. Ensuite, on arrive à la dernière étape, à la seconde réflexion qui est quelles sont les attentes du profil. Concrètement, on est dans ce switch-là dont a parlé Elodie, les compétences hard skills professionnelles et le savoir-être qui est requis pour ce poste-là. Donc pour les compétences pro, il faut qu'elles soient en fait listées, mais en fonction de vos besoins réels. Donc quels sont, vous, aujourd'hui, vos besoins? Imaginons, j'ai un produit numérique, j'ai besoin d'un développeur web. Concrètement, quels sont mes besoins? Sur quoi va travailler le talent en développement web, en apprentissage? Est-ce que je sais déjà avec quel outil il va travailler, avec quel langage, avec qui il va interagir au sein de l'équipe ou à l'externe, etc., etc. Et attention, du coup, à ne pas penser métier, ou diplôme ou expérience, etc., mais à bien penser compétences, puisqu'aujourd'hui, la bataille se fait sur les compétences et pas sur la personne. En tout cas, on ne recrute pas qu'une personnalité, on recrute aussi des compétences. Et aujourd'hui, les compétences sont clés. Donc, pensez compétences avant de penser autre chose. Ensuite, c'est lister du coup précisément quelles sont les soft skills, donc les compétences transverses et relationnelles qui sont inhérentes au poste. Mais du coup, les soft skills qui sont importantes pour votre activité, vos activités, les soft skills qui collent à votre cohésion d'équipe et les soft skills qui collent à votre culture d'entreprise. Voilà. Donc, on n'a pas tous et toutes les mêmes soft skills, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous compte pour vous? Quelles sont les valeurs aussi que vous préfériez que le talent ait pour que l'intégration se passe bien dès les premiers mois et que ça amène aussi à la performance et le bien-être de l'apprenti. Voilà. Et donc, en dernier cas aussi, c'est penser à l'environnement du travail du poste. Concrètement, aujourd'hui, dans un contexte où on est on est passé à une crise, le mode de télétravail s'est accéléré. Donc, concrètement, est-ce que vous avez besoin que l'apprenti ait la capacité à être autonome, à savoir travailler à distance, à connaître les différents outils de travail collaboratifs qui existent pour faire en sorte qu'il puisse bien travailler? Donc, est-ce que aussi vous êtes peut-être une entreprise partagée? Vous avez envie que votre talent travaille à la fois dans une de vos entreprises, mais à la fois sur un autre projet dans une autre entreprise, et vous trouvez qu'il y a un lien, donc vous voulez qu'il soit vraiment sur les deux aspects. Donc ça aussi, c'est envisagé, et il faut bien le décrire et bien le préciser. Et après, les horaires de travail, la mobilité géographique, etc. Donc ça aussi, c'est à spécifier lors de votre listing de vos besoins. Et tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, c'était plus pour reprendre, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de retour du questionnaire et d'échange. Ouais. Et là, ce serait plus un retour d'expérience. Finalement, on va le faire toutes les deux en espérant que ça corresponde aussi peut-être aux attentes par rapport à cet atelier. On le voit actuellement et on s'en rend compte. Le fait de chercher un alternant, c'est tout ce qu'a repris Tamara, et je crois que c'est vraiment important parce qu'on voit
beaucoup d'entreprises qui nous disent « moi ça m'intéresse » et pour ceux qui sont pas encore au fait, on va se rendre compte rapidement pourquoi, au-delà de toute cette réalité et vraiment de ce besoin en compétences numériques lié à cette accélération, c'est surtout quand je finalement définis mon talent, mon besoin, c'est cette fiche de poste que souvent vous avez pas forcément établi parce que c'est de se dire on a besoin là et puis ça serait bien qu'il sache faire ça et puis qu'il soit plutôt comme ça. Et ça c'est de manière beaucoup plus détaillée que vient de le dire Tamara, mais c'est important. On se rend compte bien souvent de la difficulté du recrutement, comme du recrutement, j'ai envie de dire, d'un contrat, mais on va voir aussi des spécificités d'un contrat en alternance, ce que ça implique aussi après le recrutement. Et pour ce recrutement-là, tout ce travail vraiment de réflexion sur quelles sont nos valeurs, quel est notre secteur d'activité, tout ce que vient de dire Tamara, et le lien surtout qui va être important de pouvoir faire vis-à-vis du talent en face, de l'apprenant, de la personne qu'on recrute, et bien tout ça, ça va se traduire et ça va pouvoir être d'autant facilité qu'on aura vraiment eu cette réflexion en amont sur quelles sont mes valeurs, quels sont effectivement mes produits, etc. Et d'aller chercher un alternant qui a priori est plutôt un public jeune, qui lui aussi a envie de s'investir. Mais est-ce que si les uns et les autres, on a déjà bien réfléchi sur quelles sont réellement ces valeurs, j'ai envie de dire à proprement parler, l'ADN de l'entreprise, est-ce que moi en tant qu'apprenant ça me correspond, et est-ce que moi en tant que recruteur j'ai su l'exprimer, vraiment le relayer, et puis est-ce que je sais en parler et effectivement bien expliquer tous les contours de ce poste en alternance pour finalement bien identifier le talent qui va y répondre. Et ça, ce travail-là de préparation, comme tu dis, je crois que c'est vraiment la première étape incontournable, quoi. C'est ça. Et petite parenthèse sur l'importance d'approfondir l'ADN et les valeurs de l'entreprise, ou en tout cas d'en parler. C'est parce qu'aujourd'hui aussi, vous faites face toujours à un public en apprentissage généralement, qui est issu de la génération un peu qu'on dit YZ et en tout cas millennials, pour qui ça compte beaucoup. Donc parler de vos valeurs, parler de votre vision, c'est très important, sinon plus qu'avant, en tout cas les jeunes aujourd'hui décrochent et n'hésitent pas à partir quand ça va pas, quoi. Donc c'est important pour engager et mobiliser l'apprenti tout au long de son parcours chez vous. Donc on termine cette partie-là avec des conseils clés et pièges à éviter. Donc ça fait le lien peut-être avec les réflexions que vous avez tous là en ligne. Donc concrètement, les conseils qu'on vous donne, c'est connaître à minima quand même la culture métier numérique. C'est-à-dire qu'un développeur, il a in fine une culture de métier qui est différente que celle d'un technicien système et réseau, que celui d'un designer web, que celle d'une chargée de marketing digital. Donc c'est important de comprendre la culture métier pour comprendre aussi dans quelle culture numérique s'intègre ce métier-là dans toute cette culture numérique. Voilà, donc tous les métiers sont différents, mais en tout cas, essayez de vous y intéresser pour comprendre aussi comment fonctionne l'apprenti dans la mise en place opérationnelle de ces projets. C'est toujours important pour pouvoir aussi réajuster et comprendre ce qui se passe, en plus des compétences demandées. Ensuite, dans les missions et les outils, pensez projet. Donc ça amène à ça aussi, la transformation numérique, c'est de penser projet pour mobiliser justement les équipes, pour plus les engager, pour créer beaucoup plus de transversalité qui est inhérente dans le numérique, où tous les métiers se rejoignent. Donc penser projet pour pouvoir embarquer justement l'apprenti et lui donner une vision de là où il va être, sur quoi il va s'embarquer et sur quoi il est engagé in fine sur toute cette année d'apprentissage. De définir concrètement dès l'arrivée de l'apprenti de ses objectifs et aptitudes claires et attendues pour son poste, et de clarifier, c'est ce que je disais tout à l'heure, le niveau de responsabilité, de décision et de polyvalence que vous attribuez à l'apprenti dès le début de son intégration. Et n'hésitez pas, si vraiment vous envisagez une ambition sur ce poste-là, d'anticiper les besoins, que ce soit en termes de compétences ou de périmètre. Comme ça vous permettra dès le recrutement, dès les entretiens, de concevoir si tel ou tel profil peut coller à une éventualité d'évolution du projet ou du poste.
Et surtout, clarifier, ça va être important pour la deuxième partie sur l'onboarding, de clarifier votre rôle dans tout ça, qui est le tuteur, qui est peut-être le mentor en plus du tuteur dans l'entreprise. Et ça, bien le définir dès le début, parce que c'est une question que va vous poser de toute façon l'apprenti pendant l'entretien. Alors, les pièges à éviter, donc typiquement, c'est surqualifier le poste. Penser qu'un poste en alternance, il va pouvoir faire tout pareil comme quelqu'un qui est déjà expert et qui recherche un CDI. Donc, faire attention à ça. Donc, ne mêlez pas votre ambition au poste ou les résultats attendus aux compétences. Voilà, pensez compétences, pensez projet. Faire attention à ça pour pas que justement ça fasse déborder le vase pour l'apprenti et qu'il se sente envahi en fait par beaucoup de demandes et d'ambitions et qu'il ne comprenne pas justement vers où on veut l'amener et sur quelles compétences en fait on veut le mobiliser. Voilà. Ensuite, faire attention à ne pas se centrer sur la personnalité du candidat, mais plutôt sur ses compétences. Et comme disait Elodie, généralement c'est un public jeune en apprentissage, donc essayez de prendre du recul face à ce public-là et concentrez-vous vraiment sur votre besoin en recrutement et sur vos besoins en compétences. Et du coup, in fine, attention aux a priori, attention aux discriminations aussi. Une femme peut tout à fait travailler dans le développement web ou dans la cybersécurité. Quelqu'un qui est issu de quartiers populaires ou qui n'a pas d'expérience dans les métiers peut tout à fait rebondir. Et justement, c'est toute l'innovation pédagogique dont vous expliquez tout à l'heure, Elodie, qui consiste à former intensivement au début nos apprentis avant de les amener en entreprise. Donc voilà, donner la chance aux gens, c'est aussi faire confiance et avoir de belles surprises pendant la mise en œuvre opérationnelle des compétences. Et pour faire le lien avec l'histoire des tutorats et du rôle du mentor et du tuteur de l'apprenti, faire attention à ne pas reposer toute la responsabilité ou toute l'ambition que vous donnez à ces compétences-là, à cette mise en œuvre dans le projet, sur le talent, sans management ni tutorat. Voilà, mettez-vous en tête que recruter en alternance, c'est aussi avoir une posture d'accompagnant, donc accompagner, remobiliser, recadrer, tout en faisant confiance. Donc c'est important à se mettre en tête. Voilà, donc j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur cette partie. Pour faire le lien, on va vous parler maintenant d'onboarding. Concrètement, quels sont les conseils pour une bonne intégration d'un apprenti post-recrutement ? Donc en l'occurrence, essayez de réfléchir là pendant que je vous parle de qu'est-ce que vous mettez peut-être en place dans l'intégration de vos salariés, peut-être en dehors des apprentis, parce que ça peut toujours se transposer aux apprentis aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par onboarding ? Alors onboarding, c'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui dans la stratégie de marque employeur DRH, qui consiste à dire comment embarquer en fait son talent dès le premier jour en entreprise. Donc c'est vraiment un voyage. Donc du coup, c'est se dire concrètement comment j'accompagne le nouvel employé dans ses premières semaines d'intégration en entreprise, voire ses premiers mois de travail quand on est en apprentissage, et qui est justement la période la plus sensible en fait en termes d'engagement ou de perte de talent. Donc il y a quelques conseils ou quelques idées créatives qu'on peut vous partager, mais en tout cas, chacun a sa propre manière de créer son onboarding, que ce soit en lien avec ses valeurs, que ce soit en lien avec la culture d'entreprise qu'on a. Mais en tout cas, c'est un élément qui est essentiel à appréhender pour préserver le talent en termes d'engagement et de performance sur son poste. Et l'onboarding, du coup, il s'intègre dans toute cette stratégie de remobilisation dans un contexte de guerre de talents et de compétences. Voilà. Alors, premier conseil, donc encadrer l'arrivée dès les premiers jours, ressentir comment ça se passe, quel est le comportement de l'apprenti, s'il s'y sent bien. Est-ce que vous avez prévu des points RH peut-être dès le début avec un pack de bienvenue pour lui faire comprendre comment ça se passe dans l'entreprise, quels sont les codes de l'entreprise, quels sont les différents outils de com interne ou administratifs de l'entreprise. Est-ce que vous l'avez formé peut-être aux différents outils communs ou aux outils métiers dans lesquels il va devoir travailler ?
C'est aussi, dès les premiers jours, représenter la fiche de poste qui a été partagée au moment du recrutement, mais du coup bien détaillée, bien complète, en lui précisant du coup quels vont être ses premiers objectifs dès son arrivée en entreprise, sur quoi on l'attend. Voilà, donc essayer de faire une sorte d'onboarding par étape, donc donner des premiers objectifs, des premières missions, et puis après aller vers la mission qui est complète, mais pas poser toute la mission d'un coup. Justement, on y va toujours par étapes au début, mais ça c'est même pour les personnes qui sont même en contrat salarié, en dehors des apprentis. Et du coup, présenter quelles sont les valeurs de l'entreprise, dans quelle culture on est. Donc, c'est peut-être aussi le mêler aux différents événements internes de l'entreprise, que ce soit des apéros, que ce soit des déjeuners d'équipe. Essayer aussi de l'intégrer dans les différentes réunions inter-entreprises. Donc, ça peut être aussi dans des réunions dans lesquelles il n'a pas à être d'un point de vue opérationnel, mais au moins pour qu'il puisse sentir comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionnent les différentes équipes en interne, et ça va lui permettre de bien se situer, lui, dans sa posture, et de comprendre dans quel cadre il est, lui, dans son propre poste. Voilà. C'est toujours intéressant, surtout pour les talents qui sont très curieux et qui ont besoin de comprendre quels sont les différents process dans l'entreprise pour qu'ils puissent comprendre où il peut se placer, où est-ce que se trouvent les règles, où est-ce que se trouvent les perspectives d'innovation qu'ils pourraient apporter à l'entreprise. Voilà, et faire des points du coup RH et de suivi opérationnel très réguliers. Donc au départ, ça peut se faire au quotidien pour prendre la température, comprendre comment ça s'est passé, et après de manière hebdomadaire et mensuelle. Voilà. Et en dernier conseil, donc ce qu'on vous propose, c'est de faciliter les interactions justement en interne, surtout quand on est dans une optique de travail collaboratif, accéléré et de télétravail. Donc maximiser un maximum les interactions. Donc ça peut passer par des moments de rencontres inter- et intra-équipes, encourager également les équipes opérationnelles à inclure l'apprenti dans différents rendez-vous, même si c'est encore trop loin pour lui, incluez-le pour qu'il puisse comprendre où il se situe. Et en plus du tuteur, ça c'est un exemple qu'on prend dans plutôt les grandes entreprises, mais pourquoi pas pour les entreprises qui sont plutôt petites, quand un tuteur ne peut pas être présent parce que c'est un DG, parce que c'est l'entrepreneur et parce que il n'y a pas de possibilité d'être là tout le temps, c'est de nommer un mentor, quelqu'un qui est à l'aise justement dans ces sujets d'intégration, qui est humain et qui aime accompagner. Donc n'hésitez pas à solliciter quelqu'un et à nommer un mentor qui pourra accompagner justement l'apprenti dans ces questions et le mettre à l'aise pendant que le tuteur n'est pas présent ou peu présent. Voilà. Donc c'est les conseils qu'on vous propose et n'hésitez pas à interagir si vous avez d'autres idées ou d'autres questions. Voilà, je donne la parole du coup maintenant à Élodie. Pardon, je me décale un peu. C'est vrai qu'on parle alternance, on a parlé du recrutement, de comment intégrer cet alternant. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant finalement sur ce sujet de l'alternance en ce moment? Je pense que, alors, on n'a pas de retour sur tout ce que vous connaissez déjà en termes d'aide possible. En tout cas, les aides possibles, on va en parler, on va anticiper et même vous allez pouvoir cocher au fur et à mesure que vous les connaissez déjà finalement. Plusieurs décrets sont parus par l'État récemment et dont un plan qui s'appelait un jeune, une solution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État, en cette période un petit peu compliquée, on le sait pour l'emploi, avec cette forte accélération numérique, et je vais rester que sur cette partie-là. Pour aujourd'hui, le lieu s'y prête. C'est de se dire finalement sur ces besoins qu'on a en entreprise, est-ce que la solution, c'est pas d'avoir un alternant? Et donc, pour favoriser cet apprentissage, ou en tout cas ce besoin des entreprises et l'intégration des jeunes sur le marché du travail, l'alternance est une vraie solution. Donc, ces aides, ce sont lesquelles? La première aide qu'on attend toujours, en général, c'est l'aide financière. Là, cette aide, elle va de 5 000 à 8 000 euros pour l'embauche d'un alternant.
Ça veut dire quoi, 5 000 euros? Pour tout mineur embauché dans le cadre d'un contrat d'alternance, on précisera la différence entre apprentissage et contrat pro, elle bénéficiera d'une aide de 5 000 euros. Pour tout majeur, elle pourra bénéficier d'une aide jusqu'à 8 000 euros. Donc ces aides, elles sont majoritairement destinées aux entreprises de moins de 250 salariés qui auront simplement à justifier de ce contrat en alternance pour pouvoir bénéficier de cette aide qui va venir finalement réduire la charge salariale qu'aurait coûté l'alternant dans un dispositif classique. Donc cette aide, elle n'est pas neutre. Je crois qu'on a un petit exemple qui dit voilà, qu'en gros, pour un jeune de moins de 21 ans embauché sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, sachant que cette mesure dont je vous parle, elle est pour les jeunes jusqu'à 29 ans résolus. C'est pour ça qu'on utilise ce mot jeune. Alors après, en fonction des personnes qui écoutent, 29 ans c'est jeune ou moins jeune, ça dépend. En tout cas, pour un jeune en dessous de 21 ans, on a une claire visibilité que le coût, entre guillemets, même si, comme je dis toujours, on parle quand même d'humain, de valeur ajoutée, eh bien, il va être nul pour l'entreprise en termes de salaire. Le petit exemple vous le dit, voilà, au-delà de 21 ans et jusqu'à 25 ans révolus, en gros, le reste à charge sera de 150 euros par mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté, notamment pour les entreprises de moins de 250 salariés, d'inciter vraiment à embaucher sur ce principe d'alternance. Les entreprises de plus de 250 salariés, étonnamment, se sont emparées il y a longtemps et ont bien compris l'intérêt d'embaucher un alternant parce que ça a un coût moindre, mais c'est surtout une compétence. Quelqu'un, comme on l'a dit, qui va avoir l'ADN, la culture de l'entreprise, qui va s'être approprié aux méthodes de travail dans le cadre de sa professionnalisation et de sa montée en compétences. Donc ça, c'est pas neutre. Donc cette aide-là, elle est importante. Elle est en place depuis le 1er juillet 2020, pardon. 1er juillet 2020, et elle sera en place jusqu'au 28 février 2021. Donc pour tout employeur qui souhaite, j'ai envie de dire, embaucher un alternant sur cette période-là, l'aide financière dont je vous parle sera applicable. Donc ça, c'est pas neutre. Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans les aides? Je pense que j'ai à peu près tout dit, puisqu'on dit effectivement pour les entreprises, voilà, on sera entre 80 et 100% du salaire de l'apprenti lors de cette première année d'alternance. Et encore une fois, ce qui est important de retenir, c'est vraiment qu'il y a cette aide qui va permettre de manière la plus simple possible, puisque contractuellement c'est extrêmement simple de pouvoir, j'ai envie de dire, valider un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, pardon, dès que le jeune a moins de 29 ans. On va en parler du coup juste après, quand on parle de formation en alternance. Quand on a un alternant, une entreprise et un organisme de formation, on parle de convention tripartite. Il y a 3 acteurs dans l'alternance. Il y a l'entreprise, il y a l'apprenant, alternant, apprenti, et puis il y a l'organisme de formation, ou plus communément appelé le centre de formation d'apprentis, le CFA, qui vont travailler, interagir ensemble, surtout pour, j'ai envie de dire, l'atteinte d'un objectif commun. Donc cette alternance, c'est tout ce qu'on vient de se dire en termes de recrutement, d'accompagnement, d'intégration dans l'entreprise, et avec encore une fois une formalisation extrêmement simple. Dès lors que vous avez, j'ai envie de dire, effectué cette partie qui est la plus compliquée, c'est d'identifier votre talent, de l'avoir recruté. Ça sera une simple formalité, puisque là aussi, les OPCO, donc les organismes collecteurs, qui valident, entre guillemets, la prise en charge de la formation de l'alternant dans le cadre du contrat qui est signé. On est vraiment sur des documents qui ont été extrêmement simplifiés. Vous avez également un lien qui a été mis en place par l'État qui vous permet de manière... j'ai envie de dire presque automatique,
ou immédiate plutôt, parce que c'est automatique, mais c'est immédiat, de pouvoir calculer en fonction de la personne que vous avez en face de vous, sa date de naissance, du nombre d'employés que vous avez, immédiatement le coût, encore une fois, de son salaire, et lui-même pourra le calculer. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que c'est en termes d'aide, pour clôturer sur ce point, je vois pas de retour, je suis sûre que tout le monde savait déjà tout, donc je vais en finir sur ce point. On a vraiment cette facilité d'accès, aussi bien de par les aides financières que de par la mise en œuvre, dès lors qu'il y a eu ce travail que Tamara a largement bien expliqué en amont, et qui sont les clés de la réussite, encore une fois, ou la recette magique, on en parlait sur la table ronde juste avant. Alors, des formations... Pardon, je ne vais pas dans le bon sens, ça ne peut pas marcher. Des formations en alternance adaptées à vos besoins en recrutement. Oui, c'est pas le tout que de définir effectivement le besoin qu'on a et de définir le talent, mais ça va être aussi de définir la formation, l'alternance, quel va être l'accompagnement en termes de connaissances et de compétences technique qui va être apporté à votre jeune, entre guillemets, avant qu'il intègre ou pendant qu'il intégrera votre entreprise. Donc, nous, ce que nous proposons, et pour ceux qui étaient à la table ronde d'avant, je suis désolée, je vais me répéter, on est sur des formations diplômantes. Ça sera toujours le cas quand vous prendrez un apprenti. En tout cas, nous, on se veut avoir, au sein de Webforce 3, initialement des formations intensive, très opérationnelle à l'emploi, basée sur la pratique, avec des formateurs, comme je le disais en préambule, qui sont des experts métiers. L'idée, c'est bien pour le jeune d'apprendre à apprendre. On parlera des formations après ou des parcours qu'on présente, mais en tout cas, s'approprier les techniques, les outils, l'environnement, les pratiques d'un métier, c'est ce qui va être essentiel pour qu'il puisse être opérationnel. Donc c'est quelque chose que l'on porte, je pense, et en tout cas ce qui a animé Alain, et ce qui a bien été sa volonté, Alain Souligne, qui est le créateur de l'école, c'était de pouvoir permettre d'avoir des formations qui soient opérationnelles à l'emploi, donc essentiellement basées sur la pratique. Alors on a parlé du distanciel tout à l'heure, ça fait aussi partie des formes de travail aujourd'hui, vous vous posiez la question, Tamara l'a souligné, oui, l'alternance, ça peut être en télétravail, oui, ça peut être de l'entreprise partagée, l'alternance, elle s'adapte aux besoins de l'entreprise. Donc ces formations, elles vont être basées sur de la pédagogie active, qui vont permettre à l'alternant aussi d'aller certes acquérir des compétences techniques, de langage informatique, de langage de code pour du développement, de stratégie marketing pour de la communication digitale, etc. Mais ça va être aussi de pouvoir finalement acquérir ces soft skills dont on parle beaucoup en ce moment, mais en tout cas c'est vraiment ces compétences qui sont nécessaires à tout professionnel, et qui sont aussi une phase de l'apprentissage. Donc ça, pour nous, c'est vraiment nécessaire de les accompagner vers cela, parce que ils seront accompagnés au démarrage, mais ce que vous attendez d'un alternant, bien qu'il y ait une aide financière, c'est qu'a priori, il soit un membre à part entière de l'équipe, bien évidemment, mais qu'il ait ses missions, ses tâches, sa fonction, et qui, entre guillemets, comme toute bonne entreprise le veut, soit productif. Et donc pour ça, c'est vraiment qu'il ait un accompagnement, certes par vous en interne, mais qu'il ait aussi réellement un background en termes de compétences techniques et, comme on dit souvent, de savoir-être. Après, on l'a dit en amont, vous aurez fusionné sur vos valeurs et l'ADN par rapport à votre entreprise. Alors, ce petit schéma, pour dire quoi, c'est aujourd'hui comment nous, on a vu l'alternance. Depuis 6 ans, on fait des formations intensives. Le premier bloc que vous voyez, 3 mois et demi, qui permet aujourd'hui à bon nombre de personnes qui souhaitent aller sur ces métiers-là, sans forcément en avoir eu l'occasion dans le cadre de leur cursus scolaire, et d'aller très rapidement vers l'emploi. L'alternance, c'est de se dire, on va vraiment rajouter une expérience longue, qualifiante pour l'alternant, et puis on va aussi permettre finalement à l'entreprise d'accueillir un jeune facilement derrière, mais qui a déjà les compétences techniques.
Donc sur un contrat en alternance, sur tout dispositif de formation diplômant qu'on propose, on les verra après, on va avoir 3 mois de formation intensive où l'alternant va être uniquement au centre, hein, que ça soit en distanciel ou en présentiel. L'idée, elle est bien d'apprendre sur la base d'un collectif, hein, ce qui sera la réalité aussi demain de son travail dans le cadre de l'entreprise, mais ça va être vraiment de lui donner un vrai background, socle, qui lui permettent, le jour où il va intégrer votre entreprise, c'est de ne pas avoir à se poser la question. Tiens, en fait, qu'est-ce que tu as déjà vu à l'école pendant les 3 premières semaines? Ah bon, ça, tu ne l'as pas vu. Bon, on travaillera plus tard là-dessus. Hein, c'est vraiment l'idée, c'est que quand il intègre au bout de ces 3 mois et demi, il ait déjà tout ce background, ces compétences techniques. Pendant 5 mois, on va alterner 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, pour quand même, en parallèle des missions qu'il réalisera déjà dans l'entreprise, pouvoir aussi aller finalement compléter ses acquis, parce que finalement, un développeur, il maîtrisait déjà, on va dire, toute la partie HTML, CSS, il sait vous faire des pages interactives très bien, mais ça serait bien d'aller un petit peu, j'ai envie de dire, monter en puissance sur tout ce qui est animation de ces pages, etc. Donc, on continuera à travailler un petit peu plus en puissance sur ces points qui sont importants. Et puis, les 3 derniers mois, ils sont dédiés uniquement à l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est plus mon jeune va monter en compétences, plus il va avoir de temps dédié et il va être dans l'entreprise. Ça nous semblait vraiment fondamental, puisque prendre un alternant, on l'a dit, c'est du temps en termes d'intégration. Donc pendant ces 3 mois et demi, il y a des 2 journées, une journée toutes les 3 semaines, 1 mois, qui est dédiée à ce qu'il puisse venir rencontrer l'équipe, déjà un petit peu s'imprégner de l'entreprise, mais quand il arrive, qu'il soit déjà opérationnel, hein, et que les 8 mois qui suivent soient vraiment, j'ai envie de dire, productifs. Hein. Sur cette alternance, et on l'a souhaité là aussi, c'est qu'on a 65% du temps qui va être en entreprise. Hein. L'investissement, on le sait dans le cadre de l'entreprise, que vous allez allouer à l'intégration de ce jeune, de votre jeune, comme on dit souvent, ou même que vous dites, finalement, on s'en rend compte dans le cadre des recrutements et du suivi dans cette relation tripartite dont je parlais tout à l'heure, eh bien, voilà, c'est encore une fois qu'il y ait vraiment bien cette intégration qui se fasse doucement sur l'acquisition, pendant le période d'acquisition, et puis de manière de plus en plus intensive au fur et à mesure de cette année. Je suis sûre que vous avez le temps de lire ce qu'il y a en dessous. Moi, je ne le vois pas. Je suis désolée. En tout cas, tout ce qu'a présenté Elodie, en tout cas, tout ce qu'a présenté Elodie conforte, en fait, si vous voulez, l'innovation pédagogique qu'a menée Webforce 3, qui est de vraiment se dire, dans les métiers du numérique, contrairement à d'autres CFA sur d'autres métiers, on ne peut pas arriver dès le premier jour en entreprise, tout simplement parce qu'on n'a pas de bagage technique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La formation intensive préalable est importante, elle est essentielle et elle est obligatoire presque, pour pouvoir intégrer ensuite l'entreprise, être opérationnel, vraiment apporter vraiment quelque chose et permettre à l'entreprise de se développer sur ses produits numériques, donc, ou sur sa communication, etc. Donc voilà, c'est ce qui a été pensé par Webforce 3, c'est ce qu'on propose. Mais en tous les cas, oui, pour faire le lien avec ce que tu voulais dire tout à l'heure, non, ça c'était plus à l'administratif du coup. Au contrat, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a été pensé et c'est ce qu'on mène aussi de toute façon, même en format continu en bootcamp, c'est-à-dire qu'on fait une formation intensive, on expérimente, on a des projets à côté, on est dans de l'autonomie d'apprentissage et ensuite on va vers un stage ou ensuite on va vers sa propre entreprise ou ensuite on retourne dans son entreprise en tant que salarié, mais en tout cas, c'est ce qu'on propose pour les 2 formats. Voilà. Fait un petit temps s'il y a des questions qui ont été remontées ou par rapport à ces premiers éléments. Ok, très bien. Je ne sais pas où on en est dans le timing non plus. Du coup, vous présentez nos parcours de formation. Oui. Et puis on verra s'il y a des questions après. Alors, on a parlé de métier du numérique, mais peut-être pour être un petit peu plus précis, puisqu'on parle de formation qui couvre un petit peu ces métiers du numérique dont on parle, donc comme le disait Tamara, soit en formation intensive finalement,
ou ce qu'on appelle bootcamp ou en alternance. Il y a cette filière développeur qui est assez conséquente. On sait qu'il y a divers métiers autour du développement. En tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est le titre Bac+2, développeur web et web mobile, qui est vraiment une formation socle qui va permettre à l'entreprise de pouvoir intégrer un développeur, j'ai envie de dire vraiment sur ce métier de base tel qu'on le connaît. Et là, sur lequel on peut rentrer chez nous sans forcément de prérequis en termes de compétences. Ensuite, il y a le niveau Bac+3, qui là est sur le métier de concepteur, développeur d'applications. Donc là, on va aller un petit peu au-delà du fait de savoir développer. Quand on dit un développeur web et web mobile, ça veut dire qu'il va maîtriser toutes ces notions d'intégration, ce qu'on appelle la partie front dans le développement. Et puis cette partie back, vraiment la partie développement, le dur. Quand on parle de front, c'est clairement j'ai envie de dire la face visible de l'iceberg, c'est qu'est-ce qu'on va voir du site. Et puis quand on parle de la partie back, ça va vraiment être la partie, là pour le coup, invisible, pardon, la face cachée de l'iceberg, qui va vraiment constituer tout le développement du site. Donc sur le Bac+3, on va passer et on va se perfectionner notamment sur ce qui va être développement d'applications. Et puis après, sur des formations plus spécifiques, je crois qu'on en parlait juste avant, mais on voit la place de la réalité virtuelle de plus en plus importante sur beaucoup de ces métiers du numérique. Je ne vais pas dérouler plus que ça. Et puis une autre formation plus spécifique, notamment sur Symfony, qui est largement utilisée et demandée sur le marché de l'emploi, sur tout ce qui est PHP et orientation objet. Donc ça, c'est sur vraiment les métiers et la filière développement. Comme on dit souvent, au-delà de créer un site, une belle application, c'est important d'avoir toute cette stratégie de communication autour. Donc là, idem, on a 2 niveaux de formation, celle qu'on appelle designer web, marketing digital, sur lesquels étonnamment beaucoup d'entreprises se penchent en ce moment. C'est vrai que la période qu'on a passée nous a permis de constater, à juste ou moins juste titre, pardon, c'est ce besoin, au-delà d'avoir un beau site qui est bien fait, et bien derrière, ça va être important que j'ai vraiment une image, d'avoir quelque chose de beau, d'agréable à regarder, puis aussi d'aller communiquer, d'avoir des actions qui vont aller autour de mon site internet. Les réseaux sociaux, je pense qu'encore une fois, on a beaucoup surfé dessus. Donc voilà, le designer web marketing digital, il va vraiment travailler sur cette face visible, la face visible de l'iceberg, donc ce que l'utilisateur va voir, et puis toute cette partie communication et marketing, de par des actions commerciales, mais surtout de communication via les réseaux. Et le niveau du dessus, eh bien là, c'est un Bac+3 qui va permettre, au-delà de bien souvent de savoir faire un petit peu ces missions détachées, on va monter en autonomie et puis on va être sur vraiment de la gestion globale de projets liés à ces activités de design et de marketing digital. Et puis la dernière filière qu'on aurait pu mettre avant, parce que tout ça n'existerait pas sans cette filière système et réseau, qui là, je ne sais pas, ça apparaît ce truc-là? Non, il faudrait, s'il vous plaît, à la régie, enlever une petite capture qui est à l'écran. Ouais. Donc là, sur la partie système et réseau, on va avoir... je ne sais pas ce que c'est. Bon, anyway. En tout cas, cette filière, on va y arriver, système et réseau, on a 3 niveaux. La première qui va être celle du technicien assistant informatique, donc lui qui va être vraiment sur la partie machine, installation, accompagnement de l'utilisateur, et qu'on appelle le technicien d'assistance informatique. Sur du Bac+2, on va être là plutôt sur un poste de technicienne, système réseau et orienté cybersécurité. Ça veut dire quoi? On va être au-delà de la machine, on va être vraiment sur l'installation réseau. Comment on va protéger, sécuriser, configurer l'ensemble de mon installation.
Et puis, on monte après sur du bac plus 3, où là, on va vraiment être sur la partie sécurisation et gestion globale de toutes ces installations, j'ai envie de dire informatiques, mais aussi cloud, serveur, et qui va permettre la gestion complète de l'installation. J'en ai fini des présentations de ces formations. J'espère qu'on est à peu près dans les délais. Il y a un espace questions, si vous avez bien évidemment des questions. Je ne sais pas si on a des retours. Tamara, si tu... Non. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions après la fin de cet atelier. On y répondra avec plaisir. N'hésitez pas à aller sur notre site web wf3.fr. Et voilà, l'équipe de Toulouse, du coup, sera à votre disposition sur ce territoire pour vous accompagner dans vos projets de recrutement. Et si il y a des candidats potentiels dans la salle, n'hésitez pas à aller sur notre site découvrir toutes nos formations. Voilà. Ben, je complète en vous remerciant pour votre participation. Donc vous le voyez, Jérémy qui est lui-même alternant. Donc on vit ça nous aussi de près, qui vient nous accompagner et nous aider sur ces demandes qu'on a nombreuses, puisque là encore, je pense que pour boucler, on a bien compris l'intérêt, l'enjeu que de recruter un alternant, mais avec tout ce que ça nécessite pour que là encore on soit sur une réussite optimale. Donc merci à tous et puis une très bonne fin de journée et de journée DigiWorks.